Ce que le cerveau en fait des choses, on retrouve Annabelle pour démystifier les secrets de ce fameux cerveau humain. Comment vas-tu? Très bien toi-même. Oui, ça va très bien. Ça va mieux. J'ai envie de te dire que ça va mieux parce que récemment, avec tout ce qui se passe dans le monde, je trouvais ça difficile à gérer. Et je ne sais pas si le sujet du jour va encore m'aider à me maintenir, puisqu'on parle de se libérer d'une émotion envahissante. Tu sais, des fois, on rumine et on peut se débarrasser de ça. On peut totalement s'en débarrasser, mais quand une émotion commence à monter, on a 10 secondes pour vraiment prendre conscience et réaliser qu'il faut intervenir et on a 3 minutes pour intervenir. Après ça, la spirale émotionnelle est déclenchée et elle va être beaucoup plus difficile à arrêter. Ah, intéressant. Mais d'abord, Annabelle, qu'est-ce qu'une émotion? J'ai envie de faire la différence parce que des fois, les gens sont mélangés entre un sentiment Ouais. et une émotion. Moi, je relie toujours l'émotion à quelque chose d'extérieur. Donc, mettons là, qu'il y a une grosse tempête de neige. Là, j'ai une émotion, mais dans le fond, j'ai pas de contrôle par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que j'ai raison ou je suis dans le champ? Ouais, ben en fait, en effet, il y a une bonne distinction à faire entre les émotions et les sentiments. Une émotion, ça dure quelques secondes à quelques minutes, puis un maximum de 10 minutes, parce que ça demande énormément d'énergie dans le cerveau. Et une émotion va naître dans le cerveau reptilien. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs une émotion archaïque. Et il y a un débat au niveau des psychologues et des chercheurs en psychologie sur quelles sont les émotions. Mais généralement, on se réfère aux 6 émotions de base, telles que le décrit d'ailleurs le docteur Paul Ekman. Paul Ekman qui est derrière la série Lie to Me. Et donc, on va utiliser les 6 émotions de base, la colère, la tristesse, la peur, la surprise, le dégoût, la joie. Ça, ce sont nos 6 émotions de base. Et là, tu constates qu'il y en a 5 inconfortables et une très confortable qui est la joie. Et Oui. ça, c'est dans notre cerveau reptilien, donc dans notre inconscient. Mais quand on, évidemment, une émotion, comme je te dis, ça ne dure que quelques secondes à un maximum de 10 minutes parce que ça demande tellement d'énergie au cerveau que si ça durait plus longtemps, ça menacerait la survie parce qu'on drainerait totalement notre énergie. Et donc, notre cerveau va rapidement transformer ça en sentiment. Un sentiment, c'est un ressenti du mental. C'est ça, un sentiment. Et comme c'est un ressenti du mental, c'est donc une construction mentale. Donc, c'est mon cerveau qui crée ça en fonction de mon expérience, de mon bagage, de mon vécu, de mes blessures, de mes biais cognitifs, des épreuves que j'ai vécues que j'ai pas réglées. Donc, en fonction de ma zone d'ombre et en fonction de ma personnalité. Donc, c'est vraiment une construction de l'esprit. Et ça, évidemment, c'est des éléments qu'il faut travailler généralement, soit en thérapie, en coaching, en développement personnel, parce que ça, on a évidemment beaucoup de pouvoir là-dessus, mais c'est beaucoup lié à nos croyances limitantes, aux identités saboteuses que l'on porte. Et nous, on pense que le sentiment, il est justifié, alors qu'il ne l'est pas tout à fait. Et la façon de le voir, c'est que une autre personne dans la même situation pourrait voir la situation totalement différemment. Oui, ça, c'est bien vrai. Alors que si on se promène en forêt et qu'il y a un ours qui arrive très rapidement, on va ressentir de la surprise, on va ressentir de la peur. Mais ça va être vraiment dans notre cerveau inconscient. Donc, le cerveau va se mettre en mode surprise et en mode peur, mais ça se peut que tu t'en rendes pas compte tout de suite. Alors que le cerveau, lui, il a vu l'ours, il a vu la menace, il a eu la surprise, il a eu la peur et il a soit figé sur place, soit qu'il a pris ses jambes à son cou et il est en train de décamper. Et c'est souvent après qu'on ressent la frayeur. Et là, on est vraiment dans une frayeur qui est plus au niveau d'un sentiment, donc qui est à retardement. Mais le cerveau, lui, il a ressenti la peur, il a réagi en un quart de tour. Mais ça, c'est dans notre cerveau reptilien. C'est voulu que ça soit comme ça parce que c'est comme ça que ça assure notre survie.
Mais la peur, on peut la ressentir sur le plan conscient plus tard parce que là, elle a eu le temps de se transformer. Donc, si je comprends bien ce que tu dis, les émotions seraient plus rapides, Oui, furtive. plus instantanées que Oui. les sentiments. Exact, exact. OK. Et c'est pour ça qu'on se fie beaucoup à la grille des 6 émotions, parce que ça permet de bien comprendre. Évidemment, Mhm. si on traverse la rue puis qu'il y a une voiture qui arrive puis qui est sur le bord de nous frapper, de nous rentrer dedans, on va avoir un effet de surprise. Et ça, c'est très, très rapide, c'est très instantané, c'est très furtif. Alors que après, ben là, ça va dépendre de mon bagage. Si je suis quelqu'un qui a extrêmement peur des autres conducteurs, ben après, je peux tomber dans une frayeur importante. Si je suis quelqu'un qui est habitué de combattre, je peux tomber dans la colère. Si j'étais déjà dans la zénitude, ben je vais rapidement retrouver ma zénitude. Donc ça, Mhm. c'est vraiment en fonction de ce qui se passe dans mon cerveau, de mon état émotionnel, de mon bagage, de mes peurs, de mes croyances. Et ça, évidemment, ça se modifie. Alors que l'émotion, elle est vraiment instantanée. Et elle, l'émotion instinctive, parce que c'est vraiment lié à l'instinct, elle, évidemment, elle va être beaucoup plus, comme on dirait, naturelle. Donc, avec moins de billets. Mhm. Ça se travaille quand même, parce qu'évidemment, quand on regarde, moi, j'ai beaucoup de collègues qui font du karaté depuis très longtemps. Moi, j'en fais depuis 38 ans, mais il y en a qui en font depuis plus longtemps. Quand on est habitué d'être confronté à des situations avec un ou plusieurs combattants, dans des situations où on ne se sent pas nécessairement confortable, on s'habitue à l'inconfort, on s'habitue à la menace. Donc, la peur face à une menace va évidemment être réduite parce que le cerveau enregistre quand même un niveau de confiance plus élevé. Alors que quelqu'un qui ne serait pas habitué va avoir une peur un peu plus importante. Mais la peur, elle ne va durer que quelques secondes. Ça va vraiment très rapidement se transformer en un sentiment. Et là, le sentiment va être vraiment en fonction de notre bagage. Mais là, moi, je connais des gens qui ont tout le temps peur Oui, ou des gens qui sont toujours en colère. Ça doit oui. être extrêmement lourd et difficile à vivre comme ça. C'est très lourd, c'est très difficile, mais en même temps, ça fait partie, c'est devenu ce qu'on appelle un trait de personnalité. Ah. Joe Dispenza explique souvent, puis Greg Braden va dans le même sens, quand on vit un événement, cet événement-là peut modifier notre état émotionnel. Il peut nous rendre de mauvaise humeur. Mais là, on peut avoir une humeur triste, une humeur colérique, une humeur craintive. C'est souvent les trois qui ressortent le plus. Mais cette humeur-là, elle ne devrait durer que quelques minutes à quelques heures. Mhm. Au-delà de ça, ça commence à se transformer en un tempérament. Quand ça dure plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, là, ça commence à modifier notre tempérament. On va être d'un tempérament colérique, d'un tempérament triste, d'un tempérament craintif. Et si on ne travaille pas cet élément-là avec de l'aide, ça va devenir un trait de personnalité. Là, évidemment, c'est beaucoup plus imprimé profondément dans l'inconscient. Ça demande plusieurs exercices pour réussir à modifier ça. Hmm. Mais on peut s'en sortir. On peut Oui, donc travailler les émotions, surtout ceux qui reviennent souvent ou, bon, là, tu dis que ça dure jamais longtemps, mais il y en a probablement qui alimentent ça, puis ça finit par s'imprégner. ça finit par s'imprégner et dès que si j'ai alimenté évidemment des sentiments, donc une modification de mon émotion, Mhm. et que je suis dans l'impression que l'autre me manque de respect, que l'autre ne me comprend pas, que je me sens donc rejetée, que je me sens trahie, que je me sens abandonnée, ça, ce sont des sentiments. Ce sont des constructions mentales. Ce n'est pas la réalité. C'est la réaction que mon inconscient choisit d'avoir. Parce qu'il faut se Hmm. rappeler que la télécommande de mes émotions et de mes sentiments, c'est moi qui l'ai. Ce n'est pas l'autre. Donc, c'est pas l'autre qui me met en colère. C'est pas l'autre qui me rend triste. C'est pas l'autre qui me fait peur. C'est la réaction que mon inconscient adopte Hmm. face à une situation. Donc, je pourrais réagir autrement en fonction du bagage que je rentre dans mon inconscient. Je t'ai déjà raconté que quand j'étais à l'université, ils nous faisaient faire un test. Ils éteignaient les lumières, c'est dans un cours de psychologie, évidemment. Ils éteignaient les lumières, ils mettaient les stores dans les fenêtres et ils nous faisaient voir une vidéo où on voyait
l'agression d'une femme à un guichet automatique extérieur. Évidemment, la vidéo est faite avec une musique lugubre et mystérieuse. Dans la vidéo, évidemment, c'était sombre, c'était inquiétant comme type de vidéo. Et après ça, on avait un questionnaire à remplir. On est une quarantaine peut-être dans la classe. On remplit le questionnaire et on doit dire, par exemple, à quoi ressemblait l'agresseur. Sa grandeur, ses traits physiques, son expression, ses gestes. Et on devait décrire aussi la victime. Et après, on discutait en grand groupe, donc, de ce que l'on avait répondu. Et sur la quarantaine ou la cinquantaine d'étudiants, on était une grande classe, c'était peut-être 50, on était 2 à faire des arts martiaux et ça se voyait dans nos résultats. Parce que, évidemment, à côté du guichet automatique, c'est comme quand on sort d'un dépanneur, il y a une espèce de règle qui est collée sur le mur pour identifier la grandeur. Dans les dépanneurs, on met ça à côté de la porte pour que s'il y a un hold-up, on puisse identifier la grandeur du voleur. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, sur les caméras, on peut voir, on peut estimer et le caissier peut voir au moment où il passe. Et sur cette vidéo-là, on avait le même genre de principe. Évidemment, moi, mon réflexe, ça a été un réflexe de karatéka, je me suis mis dans un mode de combat et j'ai évalué que et la victime et l'agresseur avaient à peu près la même grandeur que j'ai évalué à 5 pieds 2. Donc, c'est assez petit. Moi, je fais 5 pieds 6, donc j'évaluais que et la victime et l'agresseur étaient plus petits que moi. J'avais évalué que le monsieur avait une paire de lunettes, qu'il avait une moustache, mais pas de barbe, qui était plutôt petit. J'évaluais son poids à peu près 120 livres. Donc, c'était comme ça que je le voyais. Et j'ai eu une énorme surprise. Parce que, outre l'autre personne dans la classe qui était avec moi, qui pratiquait des arts martiaux, tout le reste de la classe avait évalué que l'agresseur faisait entre 6 pieds et 6 pieds 4, qu'il faisait 250 livres, qu'il avait une grosse barbe. On n'avait pas vu la même chose. Pourtant, on a vu la même vidéo. Mon on a Dieu. exactement le même contexte, OK. mais on n'a pas éprouvé la même chose. Mon collègue et moi, on n'a pas ressenti de peur. Moi, je suis tombée en mode vigilance tout de suite. Mon collègue est tombé en mode combat tout de suite et dans un mode plus de colère. Et les deux, on ne se sentait pas menacés. Dans notre esprit, ça faisait tellement d'années qu'on faisait des arts martiaux. Dans notre esprit, on voyait déjà comment on aurait réagi parce qu'en plus, l'agresseur n'arrivait pas avec un revolver, il arrivait avec un couteau. Et donc, il y a des éléments qu'on apprend, nous, dans les arts martiaux. Mais le reste de la classe était terrifié par la vidéo et avait surévalué les capacités de l'agresseur et sous-évalué les capacités de la victime. Et de façon vraiment monumentale, tellement qu'il a fallu que la professeure repasse la vidéo, la mette sur pause pour que les gens puissent voir avec la règle que l'agresseur mesurait bel et bien 5 pieds 2 et non pas 6 pieds 2, 6 pieds 4. Donc, leurs croyances et leurs peurs ont modifié la perception qu'ils avaient de la situation et le souvenir qu'ils ont gardé de la vidéo. Donc, notre cerveau peut nous jouer énormément de tours en fonction de notre état. Ben, je vois ça, c'est quand même assez intense pour que la majorité du groupe soit dans cet état-là. Mais est-ce que c'est pas un reflet du monde, ça, de la société dans laquelle on vit? Et on a beaucoup de gens qui n'ont pas appris comment être autrement. Fais juste regarder, je suis sûre que dans ton entourage, tu connais des gens que dans leur vie, ils font pas grand-chose, dans ce sens qu'ils travaillent, mais un travail qu'ils n'aiment pas vraiment, qui les passionne pas vraiment, et le soir, ils n'ont pas de loisirs, ils font pas de sport, il y a pas d'art, ART, là, dans leur vie, et ils regardent des séries télé en rafale. Parce qu'à ce moment-là, ça leur permet de vivre les émotions des personnages. Et ça leur permet d'avoir des sujets de conversation le lendemain avec leurs collègues de travail. Ils parlent des séries télé ou ils parlent de ce qui arrive à leurs collègues, mais ils ne parlent de ce qui est négatif. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, on vient nourrir nos sentiments, mais on nourrit ce qui est devenu un trait de notre personnalité. Mais ça se modifie. Mais ça fait que, évidemment, quand il arrive un événement, un premier incident qui fait que, par exemple, je peux avoir ressenti de la colère, on se rappelle que mon cerveau va créer un chemin neuronal. Et les fois suivantes, tout événement qui ressemble un tant soit peu au premier
va réactiver le même chemin neuronal et va me faire replonger dans ma colère. Il va donc me faire replonger dans des sentiments de frustration, dans des sentiments de trahison ou d'injustice. Mais au début, c'est de la colère, mais très vite, on va replonger dans des sentiments négatifs et je vais croire que c'est ça la réalité, que c'est ça la vie. J'avais une cliente qui me racontait que elle, sa mère répétait tout le temps, la vie est un combat, combattons. Je sais pas si tu peux imaginer la quantité d'épreuves que cette famille-là a vécues. C'était complètement fou. Parce que l'univers nous renvoie ce que l'on vibre. Et comme ces gens-là croyaient que la vie était un combat, la vie leur envoyait des combats. Mais en fait, la vie leur envoyait des situations et leur inconscient les percevait comme des combats, alors que l'inconscient aurait pu le percevoir autrement. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps d'aller voir dans nos vieilles blessures, qu'est-ce qu'on a qui n'est pas guéri? Parce que quand on a une situation qui revient et qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui reviennent. Cette semaine, comme je te disais avant qu'on entre en ondes, je discutais avec des collègues parce que j'ai des collègues coachs qui, quand ils sont démunis, quand ils ne savent plus quoi faire avec un client, quand ils ne comprennent pas la réaction du client, ils vont me contacter parce que je vais toujours trouver l'angle, je vais toujours trouver la solution, l'exercice à leur faire ou je vais trouver qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu dans la réaction ou dans le comportement du client qui vient nous permettre de comprendre ce qui est en train d'arriver. Puis j'ai un collègue qui me disait, c'est bizarre, je comprends pas. Ma cliente, je le sais qu'elle a un trouble de personnalité limite. Fait que toutes ces réactions-là sont normales, mais il comprend pas pourquoi tout d'un coup, elle entre dans une colère, elle ment, elle essaie d'imposer ses règles à sa famille chez qui elle habite. Elle est particulière. Mais moi, au bout de 3 minutes, évidemment, je vois très clairement le comportement pervers narcissique de la cliente de mon collègue. Mais mon collègue, lui, il le voit pas. Pourquoi? Parce qu'il lui reste encore une blessure à régler qui ne l'est pas encore. Puis là, j'ai un chat qui vient se mêler de la conversation. Il lui reste une blessure qui n'est pas réglée et qui fait qu'il n'est pas encore en mesure de voir ces comportements-là. Et j'ai une autre collègue qui me disait, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, mais on dirait que tout le monde me tape sur les nerfs. Il me semble que je leur trancherai la tête à toute la gang. On dirait qu'ils n'ont pas compris. Et là, je lui ai demandé, dans quel moment dans ta vie tu as l'impression de ne pas avoir été assez rapide pour comprendre? Dans quel moment dans ta vie tu as l'impression que finalement, c'est toi qui avais de la misère à voir ce qui était évident pour les autres? Ça n'a pas été long qu'on a mis le doigt dessus. Et en effet, c'était un événement qui est arrivé il y a plusieurs années, qu'elle avait plus ou moins oublié, mais qu'elle ne s'était pas pardonné. Parce que dans cet événement-là, elle s'est retrouvée dans une relation toxique, justement. Elle ne l'a pas vu tout de suite. Elle a perdu beaucoup. Elle a perdu en crédibilité auprès de son employeur. Elle a perdu de l'argent. Elle a perdu des amis. Elle a perdu sa meilleure amie. Elle a perdu beaucoup. Et après, elle s'en est beaucoup voulu de ne pas l'avoir vue. Et une blessure vient un temps où la blessure est prête à être travaillée. Elle est prête à être libérée. Et là, l'inconscient va s'arranger pour mettre le focus sur un paquet de situations qui vont nous déranger pour nous donner l'opportunité, pour nous donner le go pour travailler cette blessure-là. Donc, l'univers nous offre des opportunités et là, les sentiments ressortent de façon incroyable. Ma collègue était toujours en colère, c'est pas compliqué, là. Elle n'arrivait plus à la gérer. Tout lui tapait sur les nerfs, les gens lui tapaient sur les nerfs, les files d'attente lui tapaient sur les nerfs, mais surtout, les réactions de clients la dérangeaient profondément, justement parce que le temps était venu de faire un exercice de pardon envers elle-même sur cette ancienne relation-là dans laquelle elle avait été. Fait qu'on a dû regarder ensemble, qu'est-ce que cette relation-là lui avait appris? Qu'est-ce que ça lui avait permis de consolider? Quelle qualité ça lui avait permis de développer? Puis elle a développé une grande empathie envers certaines personnes qui vivent des épreuves, mais elle a développé surtout une capacité d'affirmation. Et ça, c'est un cadeau précieux. C'est un cadeau mal emballé dans une relation toxique, mais c'est un cadeau extrêmement précieux que après ça, elle a travaillé, qu'elle a développé. Puis après ça, on a pu voir que si cette relation-là était pas arrivée, si elle avait pas eu la naïveté de rentrer dans cette relation-là, si elle avait pas vécu ça, elle n'aurait pas fait autant d'efforts
pour apprendre à s'affirmer. Fait que même si c'était douloureux de repenser à cette situation-là, finalement, il y avait un cadeau. Après, par contre, on a quand même pris le temps de faire un exercice de tapping, de FT, Emotional Freedom Technique, pour venir libérer ce qui restait à libérer. Parce qu'il lui restait un sentiment de honte et un sentiment de culpabilité. Ça, Et c'est un peu ça, plus difficile à faire c'est partir. plus difficile à faire partir. OK. Et la honte et la culpabilité, j'en discutais d'ailleurs avec Julien Tremblay, la honte et la culpabilité, quand c'est pas géré, ça vient donner des problèmes au niveau de l'intestin. C'est drôle parce que j'ai un collègue qui me disait qu'il avait fait beaucoup de diverticulites, là, des inflammations, des diverticules à l'intérieur de l'intestin. Et c'est quelqu'un qui, justement, avait à se libérer de plusieurs situations dans lesquelles il éprouvait de la honte et de la culpabilité. Donc, une vieille blessure qui n'est pas réglée, quand elle est prête à être libérée, quand l'inconscient dit là, je suis prêt, il est temps de la libérer, là, je suis capable de la laisser partir, bien là, évidemment, on va ressentir beaucoup d'émotions plus inconfortables, justement parce que l'inconscient, il est en train de lancer un signal, je suis prêt, il y a une blessure qui est à travailler, vas-y, là, c'est le temps, là, mais il faut le travailler. C'est fou à quel point l'univers, comme tu disais, nous met des situations sur notre chemin, dans notre vie, pour justement avoir l'occasion de dépasser ça, Oui. de guérir certaines blessures et finalement se libérer de quoi que ce soit. Aujourd'hui, on parle d'une émotion qui nous envahit. Ça peut être quelque chose qui est récurrent, qui revient tout le temps, puis on fait comme, mais pourquoi je Ouais. réagis comme ça? Pourquoi certaines personnes voient toujours le côté négatif? Ils ont toujours un problème à chaque solution que quelqu'un veut Ouais. bien leur apporter. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui vit une épreuve puis qui, lui, cherche toutes les solutions possibles? Oui, et là, dans une prochaine chronique, on va adresser le triangle de Karpman. Ah, Parce que, en effet, dans certaines situations, la personne est habituée d'endosser le rôle de la victime. Parce oui. que quand on est dans le rôle de la victime, on peut à ce moment-là attirer de l'attention, attirer de la pitié, attirer Ah, aussi une certaine sollicitude. Parce que quand on est dans la victime, souvent on espère que l'autre personne va nous lâcher, va arrêter de nous critiquer, va arrêter de nous mettre de la pression, va arrêter de nous faire des demandes. On espère ne pas avoir à changer, ne pas avoir à travailler, ne pas avoir à faire d'efforts pour modifier notre comportement. Mais évidemment, on ne reste pas dans le rôle de la victime. À un moment donné, la personne que l'on perçoit comme étant notre bourreau, à un moment donné, on va se mettre à lui faire une crise. On va exprimer une colère démesurée, tout croche, avec des mots qui dépassent notre pensée. Et là, c'est nous qui devenons le bourreau et l'autre devient la victime. Et là, on va se mêler aussi à une autre personne qui est le sauveur. La personne qui va agir en médiateur puis essayer d'intervenir entre les deux. Mais à un moment donné, la victime va se mettre à critiquer le médiateur. Et là, c'est le médiateur qui devient à ce moment-là la victime. Et la personne qui est dans la victimite va, à un moment donné, aller écouter quelqu'un d'autre qui est dans une situation, puis il va essayer de l'aider au lieu de prioriser son propre cheminement, son propre développement personnel et au lieu de régler ses propres problèmes. Donc, on se promène dans le triangle de Karpman. Mais, quand on a beaucoup travaillé sur soi, à un moment donné, on sort du triangle de Karpman et on entre dans ce qu'on appelle la réflexivité, dans une période neutre et dans un état émotionnel plus neutre. Et quand on entre dans cet état-là, là, on voit la victimite, le bourreau, le côté Mère Teresa au sauveur des autres, et on est comme avec 2 pas de recul. On le voit, on se demande pourquoi les gens ne le voient pas. Et là, on commence à voir aussi des réactions qu'on n'avait pas remarquées avant, qui ont toujours été là. Mais parce qu'on est rendu avec 2 pas de recul, là, on les observe. Et au on début, voit plus clair. on voit plus clair, puis au début, on ne sait pas quoi faire. Et là, c'est extrêmement risqué parce que dans les premiers pas de recul, comme on ne sait pas trop quoi faire, on peut avoir le réflexe de retomber dans le rôle du sauveur puis d'essayer de faire comprendre aux autres, puis d'essayer de les faire cheminer.
Ou on peut retomber dans le rôle du bourreau, puis se dire, voyons, comment ça se fait qu'ils n'ont pas compris, ils sont donc bien. Et là, tu peux imaginer tous les mots négatifs. Oui. Ou de dire, mais comment ça se fait que j'attire plein de monde comme ça n'a pas de bon sens, pauvre de moi. Donc, on peut retomber dans le triangle de Karpman parce qu'on a vu le rôle que les autres ont joué. Et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sur soi parce que quand une émotion commence, on a 10 secondes avant qu'elle flippe en sentiment. Et si elle flippe en sentiment, là, il y a tout un chemin neuronal qui va s'enclencher. C'est un chemin neuronal qui est consolidé, qui est rodé, qui est large. Là. C'est une autoroute à 4 voies. Là. Ça va partir en vrille. Là. Et une fois que ça part, c'est beaucoup plus difficile à arrêter parce qu'au bout de 10 secondes, on va avoir une surdose de cortisol et une surdose d'adrénaline. Et là, réussir à contrer l'adrénaline et le cortisol, ça va demander beaucoup. Donc, j'ai 10 secondes pour respirer profondément. Et ça va être important à ce moment-là de respirer de façon très coordonnée. Si c'est une émotion qui, au départ, m'amène dans la colère, ça veut dire que je dois inspirer et je dois expirer 2 fois plus longtemps. Oh. Parce que quand j'inspire, j'active mon système nerveux sympathique, celui qui me donne de l'énergie. Mais si je suis dans la colère, il va augmenter ma colère. Ah. Et quand j'expire, ça active mon système nerveux parasympathique, de la zénitude. Donc, si c'est la colère qui monte, je dois souffler plus longtemps que l'inspiration. Donc, j'inspire en 4, je souffle en 8. J'inspire en 5, je souffle en 10 pour venir tempérer rapidement. Mm-hmm. Évidemment, pendant que je fais ça, c'est important de se réciter un mantra, une phrase que l'on répète en boucle, idéalement à voix haute, parce que notre cerveau va vouloir partir dans un paquet de directions. Un des mantras que je me répète souvent, peu importe ce qui va arriver, je vais faire face. Peu importe ce qui va arriver, je vais faire face. Peu importe ce qui va arriver, je vais faire face. Et je ne fais que me le répéter et ça me calme automatiquement quand l'émotion de base, l'allumette, là, l'étincelle, c'est la colère. Quand l'étincelle, c'est la peur, là, ça va être hyper important de rapidement utiliser un tunnel d'énergie. Parce que la peur, ce qui est fatigant, c'est qu'elle va drainer notre énergie. Ouais. Et tu te rappelles quand on a fait la chronique sur la glande pinéale, j'ai dit quand on fait l'exercice de respiration, il faut avoir des verrous. Un verrou au niveau du plancher pelvien, on contracte tous les muscles du plancher pelvien, mais on va aussi incliner un peu la tête pour s'assurer à ce moment-là que l'énergie ne va pas sortir au niveau de notre colonne vertébrale. Mais c'est un peu la même chose avec la peur. On va faire le même genre d'affaire. On fait ce genre de respiration-là où on contracte le plancher pelvien, on incline légèrement la tête vers l'avant, on colle la langue sur les palettes, là, les 2 grandes dents en avant, et on prend le temps de respirer. Et là, on va faire plutôt une respiration carrée. J'inspire en 4, je retiens en 4, je souffle en 4, je retiens en 4. Pourquoi comme ça? Parce que ça va nous obliger à être très focus sur notre respiration, ce qui va permettre de tempérer la peur. Mais c'est important d'avoir la contraction au niveau du plancher pelvien, d'avoir le dos bien droit, mais le menton légèrement incliné. Et là, on commence par ça. Et après, on fait la respiration de la glande pinéale. Donc, on inspire en contractant le plancher pelvien, en rentrant le ventre, le nombril, et on rentre le nombril, puis après ça, on monte comme si on faisait un J à l'intérieur de nous. On imagine que notre énergie part du plancher pelvien, remonte au sommet du crâne, et on imagine qu'on va se connecter à plus grand que soi. L'autre chose, hyper importante, pour les gens qui ne sont pas habitués de ressentir l'énergie, vous grattez les paumes de vos mains, vous les frottez, vous soufflez dedans pour avoir de la chaleur et de l'humidité, vous frottez encore plus fort et vous mettez vos mains à quelques centimètres. Et là, à quelques centimètres, je suis à peu près à 3 centimètres mes 2 paumes, et là, à 3 centimètres, quand je viens juste de gratter puis de frotter pour avoir de la chaleur, à 3 centimètres, je peux sentir la chaleur entre mes 2 mains, je peux sentir l'énergie entre mes 2 mains. Et là, je vais imaginer qu'à chaque fois que j'inspire l'énergie qui m'entoure, et à chaque fois que j'expire, je pousse cette énergie-là entre mes 2 paumes.
Et je fais juste me concentrer là-dessus. Et j'imagine que je vais me connecter aux arbres qui sont dehors, aux plantes dans la maison. Je vais chercher l'énergie dans le vivant, pas dans les êtres humains, dans les plantes. Je vais chercher l'énergie dans le vivant. On peut aller le chercher aussi dans le soleil. J'imagine donc que ça vient vers moi. J'essaie de l'imaginer avec une couleur, avec un son, avec une vibration. J'essaie d'imaginer la sensation de l'énergie qui entre en moi, qui parcourt mes épaules, mes bras et qui se rend jusque à l'intérieur de mes paumes et qui fait une boule entre mes deux mains. Et là, j'essaie d'imaginer que cette boule-là, elle grandit, elle grossit, elle se consolide tellement que ça pousse les paumes de mes mains et mes paumes de main s'éloignent l'une de l'autre. Et quand je me retrouve avec à peu près la grosseur d'un ballon de volleyball entre mes deux paumes et que là, je ressens toujours cette énergie-là, la polarité entre mes deux mains, je viens déposer lentement mes mains soit sur mon ventre, soit sur mon cœur pour venir réintégrer cette énergie-là à l'intérieur de moi parce que c'est une énergie à ce moment-là que l'on va ressentir de façon plus divine. C'est une énergie surpuissante qui va nous aider à nous rassurer. Et très, très rapidement, pour contrer la peur, vous allez sur YouTube et vous allez regarder des vidéos de fou rire. J'en ai publié une cette semaine. J'ai fait exprès cette semaine pour publier une photo où j'explique ce que le rire fait, puis je vous ai fait un montage. Les gens peuvent aller, là, je pense que c'est la dernière que j'ai publiée. J'ai fait un montage des meilleurs fous rires et vous faites exprès là, de rire à gorge déployée là, le plus possible parce qu'on ne peut pas ressentir de la peur et avoir un fou rire en même temps. Le fou rire va écraser, va annihiler, va effacer la peur. Donc, on Wow. utilise le rire contre la peur. C'est très, très, très efficace. Ah, c'est très thérapeutique, le rire, de toute Oui, façon. Ça devrait être inclus dans notre quotidien. Ouais, oui. ouais. Et alors que, tu sais, par exemple, pour la colère, un autre truc qu'on peut donner, c'est que si vous avez une montée de colère, faites des push-ups, faites des squats, Ah, brûlez votre colère, faites un effort physique qui est difficile pour pouvoir brûler, parce que le cortisol, on le brûle en faisant de l'activité physique. Donc, OK. quand on a une montée d'adrénaline avec une montée de cortisol, si vous faites des push-ups, si vous faites des squats, vous allez brûler le cortisol, vous allez brûler l'adrénaline. Et faites-en assez là, pour être complètement essoufflé, complètement vidé. Donc, ça va aider à le brûler. Dans le cas de la tristesse, comme pour les deux autres émotions, évidemment, là aussi, on va avoir une spirale négative et la tristesse nous donne un sentiment d'impuissance Oui. dont on a parlé à la dernière chronique. Et dès qu'on est dans un sentiment d'impuissance, la tristesse va devenir très envahissante. Dans le cas de la tristesse, on va aussi respirer, mais on va faire une autre respiration. On va faire la respiration où on inspire, puis quand on pense qu'on est rendu au bout de l'inspiration, on réinspire un petit coup, un petit coup brusque, et après ça, on souffle. L'objectif, c'est d'augmenter mon niveau d'énergie. Parce que la tristesse, quand on ressent de la tristesse, on a l'impression qu'on se liquéfie, qu'on se vide de notre sang. On a l'impression que tout est en train de sortir de notre corps. Et on veut au contraire booster l'énergie. Donc, c'est une autre sorte de respiration qu'on va faire et on va s'assurer à ce moment-là de se réconforter. C'est le temps d'écouter de la musique joyeuse et c'est le temps de bouger, de danser en faisant les respirations. Donc, pas juste rester assis. Le réflexe que l'on a, c'est de se rouler en boule dans notre lit, sur notre fauteuil. Non, levez-vous, dansez. C'est le temps d'écouter la compagnie créole et ces affaires-là. Là. C'est le temps, là. Il y en met beaucoup. Et ça va être hyper important dans les prochaines minutes, puis dans les 3 minutes qui suivent, là, de passer à l'action, de faire des choses concrètes qui nous font avancer idéalement, de passer à l'action sur votre rêve, votre mission de vie, de faire une petite action, un tout petit pas. Ça n'a pas besoin d'être une grande chose. Ça peut être un courriel que vous envoyez, ça peut être une publication sur les réseaux sociaux, ça peut être une recherche sur le web, une petite action pour vous rapprocher de votre rêve. Parce que dans la tristesse, comme on a l'impuissance, comme on a l'impression qu'on se draine, il faut à ce moment-là se connecter à quelque chose qui nous motive. Et c'est dans ce temps-là, d'ailleurs, qu'on peut faire les exercices avec la loi d'attraction, justement pour se connecter à plus grand que soi, renflouer l'espoir. C'est dans ce temps-là aussi qu'on va écouter des films inspirants, des documentaires inspirants pour essayer de s'aider le plus possible. On peut travailler avec la technique
Ho'oponopono, dont on a déjà discuté dans une capsule précédente. Donc, il y a plein de techniques, mais c'est important de passer à l'action. Ça, c'est vraiment primordial avec la tristesse, parce que sinon, on va rester pris, on va imprimer en soi l'impuissance, et après ça va être encore plus difficile, puis ça va saboter notre amour de soi, ça va saboter notre confiance en soi aussi. Ouais. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres émotions à nettoyer? Il y a une émotion qui est particulière. La surprise, généralement, va entraîner la sidération, mais la surprise va être suivie par autre chose. C'est plus ce qui suit qui m'intéresse que la surprise comme telle. Oui, parce qu'on peut être surpris de quelque chose de autant positif que négatif. Oui. Par contre, une qui est particulière, c'est le dégoût. Ah. Le dégoût, parfois le dégoût, il est utile. Par exemple, vous avez été dans une relation et vous vous rendez compte que finalement, l'autre personne, ne voulait pas vraiment s'engager dans une relation. Et dès que la relation a terminé, 2 jours plus tard, l'autre est déjà avec quelqu'un d'autre. Il est déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Il a déjà couché avec quelqu'un d'autre. Il est déjà parti en voyage avec quelqu'un d'autre. Il a déjà prévu une fin de semaine avec quelqu'un d'autre. Il vous a déjà oublié. Et là, il peut y avoir de la colère, mais il peut y avoir du dégoût. Du dégoût parce qu'on réalise que l'autre personne, finalement, elle n'était pas pour nous et son comportement nous déplaît. Que l'on éprouve du dégoût contre l'autre personne quand on se sort d'une relation malsaine, j'ai aucun problème avec ça. Okay. Le dégoût devient utile pour ne pas retomber, pour ne pas faire une rechute et retomber dans la relation. Par contre, ce dont je me méfie, c'est du dégoût envers soi. Quand mon client commence à dire « je suis donc bien naïf, je suis donc bien naïf, je suis donc bien niaiseux, je suis donc bien niaiseuse, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? » Là, on est dans le dégoût de soi. Là, on va travailler plus avec le Ho'oponopono pour travailler le pardon de soi et on va faire ce qu'on a fait tantôt, c'est-à-dire identifier le cadeau mal emballé, le cadeau qui était caché derrière, l'apprentissage qui venait avec cette expérience-là, parce que ça, il faut qu'on l'identifie. Et là, ça, on va le faire, par exemple, avec des exercices de questions calibrées, donc des questions particulières qu'on va poser à la personne pour l'aider à identifier ce cadeau-là, parce qu'évidemment, quand on sent le dégoût, le cadeau, on ne le voit pas, on a l'impression qu'il n'y en a pas pantoute. Et on va utiliser des exercices, par exemple, de PNL pour aider justement à identifier quel est le cadeau, quelle est la partie cachée de cette histoire-là. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on est dans la honte et dans la culpabilité. Là, à ce moment-là, ça, ce sont vraiment des émotions torturantes qui vont être liées généralement à plusieurs épreuves qui se sont accumulées et qui n'ont jamais été traitées. Donc ça, c'est plus ancré? C'est plus ancré, c'est plus profond et c'est, je te dirais, c'est dangereux physiquement parce que ce sont des émotions tellement néfastes qu'elles font produire énormément de cortisol et comme elles touchent les intestins, on se rappelle que dans les intestins, on a des neurones, la même chose que dans le cerveau. Oui. Et on en a beaucoup. Et c'est pour ça qu'on appelle nos intestins le deuxième cerveau. C'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'ai appris. Et comme c'est le deuxième cerveau, quand l'intestin est touché, quand l'intestin il est affecté, ça change le microbiote. Dans notre cerveau, quand on est affecté, ça change nos neurotransmetteurs, ce qui change la soupe chimique de notre cerveau. Dans l'intestin, comme il y a des neurones, bien, il y a aussi des neurotransmetteurs entre les neurones, puis il y a des hormones qui circulent dans notre système lymphatique, et ça va modifier l'acidité de nos intestins, et ça va donc changer, ça va affecter le microbiote. Donc, il y a des bactéries qui vont proliférer parce que c'est trop acide dans l'intestin, des bactéries qui sont néfastes. Alors que les bonnes bactéries dont on a besoin, bien, elles autres, ils ont plus de difficultés à survivre dans un environnement trop acide. Et c'est là où on va développer de l'inflammation, des infections. Mais aujourd'hui, on sait que la maladie d'Alzheimer, la démence, le Parkinson, ce sont des maladies qui démarrent dans l'intestin et ensuite vont migrer jusqu'au cerveau. C'est pour ça que quand on essayait de soigner à partir du cerveau, ça ne fonctionnait pas.
on doit modifier l'alimentation des gens, diminuer le gluten, diminuer les produits laitiers, diminuer tout ce qui est charcuterie en général, augmenter les protéines, entre autres, augmenter les fruits et légumes. Donc, on modifie l'alimentation. Mais si je ne modifie pas les émotions et les sentiments, la personne continue de produire des hormones de stress. Ça continue d'acidifier son corps et donc son intestin aussi. Et ça va encourager le développement de maladies. Ça va encourager aussi le développement de maladies auto-immunes et ça va encourager le développement de certains cancers. Et des cancers qui sont, par exemple, le cancer colorectal, qui est plus développé dans ce temps-là, mais il va y en avoir d'autres. Donc, c'est hyper important d'apprendre à gérer ces émotions-là. Mais comme je le disais tantôt, on a 10 secondes. Après 10 secondes, le corps produit le cortisol et l'adrénaline. Et là, ça devient plus difficile d'intervenir. Donc, dès qu'on se rend compte qu'une émotion monte tout de suite, on fait tout de suite un exercice de respiration. Et idéalement, quand vous faites l'exercice de respiration, pour le rendre plus efficace, pour le rendre plus puissant, remémorez-vous en même temps un souvenir agréable. Le rire de vos enfants. C'est ça, on peut rire aussi. On peut rire aussi. Et ça nous prend quelque chose rapidement. Puis c'est parce que ce qui est le fun quand on rit, c'est qu'inévitablement, on respire plus fort. Parce qu'on doit inspirer et le rire, ça pousse, ça expulse au complet ce qu'on a dans nos poumons. Et ça nous permet d'intervenir rapidement. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous cause un problème, riez! C'est merveilleux. Mais là, avec tout ça, je me dis, comment vouloir se libérer d'une émotion envahissante qui est de la joie? Ça, on veut pas. On veut pas se libérer de... On la garde. Non seulement on la garde, mais on l'amplifie. La joie, là, quand vous la ressentez, là, faites juste prendre le temps de dire « Mon Dieu que c'est bon, mon Dieu que c'est doux à l'intérieur de moi ». Et essayez de la localiser à l'intérieur de votre corps. La sentez-vous plus dans le cœur, la sentez-vous plus dans le sternum, la sentez-vous plus dans le plexus solaire, la sentez-vous plus dans le ventre. Où est-ce que vous sentez cette joie-là? Puis ajoutez-lui une couleur. Ajoutez-lui un son, une vibration, une musique. Ajoutez-lui une sensation. Ça fait comme de la chaleur qui se répand, ça fait comme un enveloppement, ça fait comment? On l'amplifie et on la conscientise parce que ça va être plus facile à reproduire à ce moment-là et à le reproduire sur demande. Greg Braden va même jusqu'à dire, donnez-lui une lettre. Accordez-lui un mot, accordez-lui une lettre. Par exemple, moi, quand je vis des émotions, des grandes émotions positives, là, vraiment une émotion où je me sens émue positivement, le mot qui vient souvent, c'est espoir. Alors, la lettre que je vois, c'est un immense E en lettres majuscules et le E, il est violet. Donc, quand je ressens ça, inévitablement, je pense au E violet puis je le vois en haut à gauche. C'est automatique et j'entends une musique particulière, je sens une odeur de lilas parce que je l'ai programmé dans mon corps et j'imagine que ça se diffuse, que ça se répand dans chaque partie de mes cellules pour être sûr de l'amplifier davantage. Wow, c'est merveilleux, ça, c'est très précis aussi, donc on ne peut pas vraiment s'évader de ça. Moi, la seule chose, c'est quand c'est très négatif, c'est la lettre Q qui vient. Annabelle, je voulais terminer la chronique en mentionnant aux gens que tu as fait une entrevue extraordinaire avec Julien Tremblay, son podcast qui est diffusé sur luxemedia.info. Alors, allez regarder ça. C'est vraiment extraordinaire. Il est très curieux, Julien. Alors, moi, je trouve ça fantastique. Il m'avait manifesté l'intérêt de te recevoir. Alors, je suis content que tu aies participé à son podcast Julien le matin, JLM sur luxemedia.info. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet passionnant parce qu'il y a beaucoup de secrets du cerveau humain à aborder, à développer. Si vous voulez régler une problématique, vous pouvez consulter Annabelle Boyer via ses réseaux sociaux ou encore sur son site internet annabelle-boyer.com. On va se laisser avec de la musique, pourquoi pas, parce que c'est bon pour le moral. Oui. À la semaine prochaine.